Bonjour, bienvenue dans les Rendez-vous du Comptoir MM, une émission consacrée aux enjeux de l'entreprise de demain. Au programme aujourd'hui, intelligence artificielle et capital humain. Et avec moi, 4 experts, David Giblas, Jean Caspar, Manuel Zaclade, Jean-Christophe Gard. Messieurs, bonjour. Bonjour. Malakoff Médéric vient de sortir une étude avec le BCG sur l'intelligence artificielle et le capital humain. David Giblas, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste en termes de cible, de méthodologie et de contenu ? Alors l'intelligence artificielle suscite de nombreuses questions sur l'impact l'impact sur le capital humain au sein des entreprises. Et donc nous avons décidé de lancer conjointement donc avec le BCG, le CNAM et l'OSI une étude la plus complète possible qui est en fait la convergence d'une étude quantitative auprès de 1800 personnes, donc 1000 salariés et près de 800 managers et cadres dirigeants, 25 entretiens qualitatifs auprès de DRH de grandes entreprises françaises de différents types de secteurs. Le CNAM qui a permis d'avoir un état d'avancement de cette technologie intelligence artificielle à travers donc l'interview de plusieurs chercheurs très impliqués sur ce sujet-là. Et enfin, avec l'OSI, nous avons pu questionner donc les organisations syndicales et les représentants donc patronaux sur cette grande question de l'intelligence artificielle. Jean-Christophe Gard, vous avez participé activement à la réalisation de cette étude. Quels enseignements vous en tirez ? Pour moi, le premier enseignement qui me frappe, c'est un peu 2 chiffres, 80 et 20. 80% des dirigeants d'entreprise qui nous disent être convaincus de l'importance de l'intelligence artificielle pour leur activité en matière de développement de nouvelles sources de revenus, de gains de productivité, d'aide à la décision, etc. Et dans le même temps, 20% d'entre eux qui ont d'ores et déjà inscrit l'intelligence artificielle parmi leurs priorités stratégiques. 80% qui sont convaincus de l'importance, 20% qui agissent. Ce décalage est assez frappant et il montre bien qu'il y a d'abord une absence de préparation, une préparation insuffisante, et d'autre part qu'on est à l'aube d'une mise en mouvement. Et c'est un peu ce que nous on a perçu tout au long de cette étude. David Giblas, pour vous, cette étude ? Alors, en fait, il y a un chiffre qui est assez frappant, c'est du point de vue des dirigeants, environ 75% des dirigeants sont assez convaincus que l'intelligence artificielle va générer donc une efficacité grandissante et une performance accrue de l'entreprise, là où les salariés le pensent qu'à 35%. Et quand on regarde de près, en fait, 30% ne se prononcent pas. Pour la plupart de ces personnes interrogées, c'est parce qu'elles ne comprennent pas finalement ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc le premier, constat pour moi, c'est de dire qu'il y a encore un effort de pédagogie à faire pour à la fois démystifier cette intelligence artificielle et faire en sorte que l'ensemble des personnes se l'approprient. Ce qui est assez frappant aussi, c'est que quand on regarde du côté des inquiétudes, je dirais, là pour le coup, il y a une sorte de convergence des intérêts, puisque les dirigeants pour 60% et les salariés pour 50% pensent que l'intelligence artificielle va avoir des impacts sur le volume du travail, que des inquiétudes autour de la déshumanisation du travail ou la perte du lien social vont être extrêmement importants, voire des questions de fond autour de l'éthique, la protection de la vie privée ou de la transparence qui devront être bien traitées avant de déployer plus largement l'intelligence artificielle dans les entreprises. Jean Caspar, qu'est-ce que vous en retirez de votre côté ? Mais écoutez, d'abord, cette étude est absolument utile et nécessaire. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit bien une différenciation sur l'appréciation de l'intelligence artificielle, selon que l'on soit dirigeant, que l'on soit cadre ou que l'on soit salarié. Ce qui montre bien la nécessité de faire de ce sujet un vrai débat entre l'ensemble des acteurs dans l'entreprise. Mais ce que je en tire également comme enseignement, au-delà des chiffres et de l'analyse, c'est qu'il est bien évident que face à ce sujet, nous devons éviter un double piège. Le premier piège qui est celui du catastrophisme. L'intelligence artificielle, ça va être une catastrophe absolue dans le domaine de l'emploi, de l'activité, etc. On entend beaucoup. Et éviter également le piège de la fascination aveugle, c'est-à-dire l'idée que l'intelligence artificielle va être l'Eldorado du monde de demain. Non, les choses sont plus compliquées que ça, d'où la nécessité de ne pas simplement se contenter d'un débat entre experts, mais d'en faire un débat de discussion dans la société et dans l'entreprise pour faire émerger justement
l'intelligence collective pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse mieux s'articuler avec l'intelligence humaine. Manuel Zaclade, un dernier mot sur ça? Oui, moi j'étais frappé effectivement par le fait que beaucoup de cadres sont quand même assez positifs, malgré certains discours catastrophiques qu'on a pas mal relayés dans la presse. Je pense que ça tient au fait que la part du travail informationnel est devenue considérable et que toute aide logicielle qui peut soulager ce travail informationnel est bienvenue. Les gens ont pas mal d'expérience du smartphone, ils ont donc des attentes plutôt positives vis-à-vis de la technologie. Je retiens aussi que beaucoup d'experts sont assez inquiets par le fait que si on n'a pas la propriété des données, si ces données restent aux mains de groupes internationaux dans le domaine de l'éducation ou autre, eh bien on ne tirera pas tous les profits qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle. Vous êtes nombreux à dire qu'il faut faire de la pédagogie, donc on va essayer de commencer cette pédagogie. Manuel Zaclade, qu'est-ce que c'est exactement que l'IA, l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité? Oui, c'est pas un mot très heureux, intelligence artificielle, parce qu'en réalité, ce qu'on veut dire par là, faudrait dire technique de programmation avancée, basée sur la simulation du raisonnement humain, mais c'est un peu long à dire. C'est un peu long à dire. Voilà. Donc, mais en gros, ce sont des techniques de programmation informatique où effectivement, on va regarder comment l'homme procède pour résoudre certains problèmes et on va s'en inspirer. Il y a donc deux grandes approches. Une approche qu'on appelle l'IA symbolique, où on essaye de restituer la logique des raisonnements. C'était les systèmes experts, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le web sémantique. Et une autre approche qui est plutôt l'IA connexionniste, où là, on va plutôt s'inspirer du fonctionnement des neurones. C'est ce qui est les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, voilà. Donc actuellement, ce qui a vraiment permis ce troisième printemps de l'IA, c'est l'IA connexionniste. C'est-à-dire que la mise à disposition d'un très grand nombre de données, grâce au web notamment, vont permettre des résultats extraordinaires en termes de reconnaissance de forme, en termes d'aide à la décision, etc., etc. Ça, c'est, voilà, d'un point de vue, c'est ces deux grands pôles qui probablement seront amenés à coopérer. Une autre distinction qu'on fait souvent, c'est cette distinction entre IA faible et IA forte. L'IA faible, c'est l'IA telle qu'on la connaît, l'IA opérationnelle. L'IA forte, c'est celle que certains prospectivistes anticipent. On appelle ça, souvent c'est inspiré de ce courant qu'on appelle le transhumanisme. Voilà, c'est les fantasmes autour du transfert d'un cerveau dans une machine, autour d'une guerre des machines contre les humains. Autant dire qu'il n'y a aucune preuve empirique de l'apparition de cette IA forte, mais néanmoins, il y a pourtant beaucoup de millionnaires américains qui sont séduits par les sirènes du transhumanisme. C'est le cinéma, Blade Runner. Probablement, absolument. L'imaginaire de la science-fiction a beaucoup joué dans ce... Oui, tout à fait. David Giblas, on va essayer d'avancer. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, quelle est la réalité de cette intelligence artificielle dans l'entreprise elle-même? Tout d'abord, elle est très variable selon les secteurs. Je pense qu'il y a plusieurs secteurs qui sont clairement en avance par rapport à d'autres. Donc la santé, le monde du transport, l'énergie, la défense, bien évidemment. Et au sein de ces différents secteurs, il y a plusieurs types d'utilisation qui sont assez différents les uns des autres. Donc très clairement, le plus avancé, c'est tout ce qui tourne autour de l'utilisation de la data pour faire ou des moteurs de prédiction ou des outils d'aide à la décision. Tout ce qui tourne autour aussi de la perception visuelle, notamment dans le cadre de la voiture autonome. Il y a des cas d'usage autour de la robotique, qu'elle soit logicielle ou mécanique, et enfin tous les cas d'usage qui tournent autour des agents conversationnels, que ce soit à travers des chatbots ou des voicebots qui vous permettent donc d'interagir d'une manière quasiment humaine avec les machines. Voilà. Alors quand on regarde tout ça de manière un peu plus précise, pour donner des exemples assez concrets, chez Malakoff Médéric, on a initié maintenant il y a plusieurs mois des expérimentations assez avancées. Donc les grands domaines sur lesquels on travaille, c'est tout d'abord sur le domaine de la santé, avec des moteurs de prédiction autour de la prévention. Donc c'est un sujet extrêmement clé pour nous. On travaille également sur des sujets plus de marketing et développement, sur comment ces outils nous permettent d'améliorer l'efficacité des campagnes marketing et commerciales. Et puis enfin, donc un thème extrêmement important pour un assureur, c'est la fraude, sur la fraude de tout type. Et là aussi, les moteurs donc d'apprentissage profond nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la détection des abus qui pourraient être faits par certaines personnes. Dans cette matière, en matière d'intelligence artificielle, il y a un grand thème, une grande peur qui est énormément développée, c'est celle de la perte de milliers d'emplois, de métiers, etc. Qu'est-ce qu'on doit en penser, Jean-Christophe Gard? Est-ce que c'est fondé, cette peur de dire demain, 70% finalement des métiers et des emplois seront trustés par l'IA et les robots? Alors, d'abord, ce que nous, on n'a pas voulu faire dans cette étude, quand on a commencé à y réfléchir avec David, Jean-Manuel, c'était surtout de
ne pas construire un modèle de plus de prévision, parce qu'on estime qu'il y en a beaucoup, et je ne suis pas certain qu'on allait avoir un apport très positif dans cette direction-là. Bon. Donc, on a plutôt essayé de regarder le consensus qui émerge aujourd'hui des différents modèles de prévision, et puis essayer surtout de poser un cadre analytique qui nous permette finalement de réfléchir aux impacts possibles. Ce qui ressort de tout ça, c'est une première affirmation, et je vais vous décevoir, c'est que en matière de volume d'emploi, l'impact aujourd'hui, il est très très incertain. Ouais, donc, je n'ai pas de grandes révélations à faire aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors pour autant, il y a évidemment de nouveaux emplois qui vont être créés par l'intelligence artificielle, d'abord liés au déploiement des technologies d'intelligence artificielle autour, on l'a évoqué, du stockage de la donnée, de la manipulation de la donnée, de la gouvernance de la donnée, des scientifiques dont on a besoin pour construire des algorithmes, etc. Ce sont de nouveaux emplois. Il y a une autre forme de nouvel emploi qui sont les nouvelles sources de revenus permises par l'intelligence artificielle. David évoquait les améliorations des ventes grâce aux algorithmes avancés qui sont construits par Malakoff Médéric. C'est un bon exemple de nouvelles sources d'emploi, de revenus qui vont générer de nouveaux emplois. Alors maintenant, il y a l'autre préoccupation bien légitime qui est autour de l'impact sur les emplois actuels. Et là, il y a évidemment des emplois qui seront marginalement touchés. De notre point de vue, c'est plutôt une minorité. Ensuite, il y a les emplois qui vont être fortement touchés, et ça de deux natures. Par une substitution ou par une augmentation. Substitution, c'est la machine va remplacer l'opérateur humain. Aujourd'hui, le consensus dans les différents modèles qu'on a pu regarder, c'est de l'ordre de 10% des emplois. Ce qui est énorme au niveau d'une société, d'une économie macro. Mais on est loin des 70% qu'on... Mais ce qui est au niveau d'une entreprise, de l'ordre des choses que l'on sait gérer dans le temps. Ensuite, reste probablement de 50 à 60% des emplois qui seront très fortement impactés dans la mesure où ils vont devoir travailler différemment avec la machine. Et là, on a deux logiques qu'on aime bien articuler. Une logique qu'on appelle, nous, la logique rationalisante, c'est-à-dire la machine va réaliser un certain nombre de tâches répétitives à faible valeur ajoutée, et on va repositionner l'opérateur humain sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est par exemple un processus de clôture d'un compte financier, où il y a des tâches de manipulation de données un peu rébarbatives que la machine peut faire, refocalisant finalement le comptable ou le financier sur l'interprétation du résultat. L'autre élément, c'est ce que nous on appelle la logique capacitante. C'est finalement, la machine apporte de l'expertise. Elle ne se substitue pas sur des tables à faible valeur ajoutée, au contraire, elle renforce l'expertise. C'est à l'évidence typiquement le diagnostic du médecin qui est assisté par la machine. Voilà. Donc, pour nous, très clairement, l'impact sur l'emploi actuel par l'augmentation, c'est sans doute un sujet qui est très très important. Et j'en conclurai sur, là aussi, clairement, quand on observe ces sujets sous le prisme des entreprises, le sujet n'est pas très technologique ou scientifique. Il va être d'abord et avant tout humain et organisationnel. Jean Caspar. Oui, je partage complètement cette analyse. Je crois que ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que vraisemblablement, il y aura des créations d'emplois nouveaux. Ce qu'on peut dire également avec certitude, c'est que de très nombreux emplois seront transformés, changeront, et nécessiteront des adaptations en termes de formation, en termes d'organisation du travail, etc. Et que resteront toujours ou naîtront de nouvelles formes d'emplois, dits emplois secondaires, emplois non modernes, voilà. Et que donc il faudra gérer ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut s'en emparer maintenant, commencer à en discuter concrètement dans les entreprises. Bon, je vais donner deux exemples. Je me rappelle quand même qu'au 19e siècle, quand il y a eu l'invention des machines, les inquiétudes furent énormes, au point d'ailleurs où même des ouvriers, les canuts, ont cassé les machines, craignant que ça allait remettre en cause leur emploi. Et pourtant, les machines se sont développées et l'emploi s'est développé. Et puis, je me rappelle également un autre fait plus contemporain, quand je travaillais dans une grande entreprise dont je ne citerai pas le nom, où je dis au directeur de la stratégie que vous allez être confronté à un problème de sureffectif, il va falloir en discuter. La réponse du directeur de stratégie, c'était de me dire « Monsieur Caspar, on ne peut pas, c'est anxiogène ». C'est-à-dire, on attend le dernier moment pour discuter des problèmes de fond. Et moi, je pense que ce que nous disent
ces incertitudes sur les emplois, c'est justement de nous conduire à la nécessité d'engager les indispensables discussions dans les entreprises, avec l'encadrement, avec les représentants du personnel, pour essayer d'avoir une approche prévisionnelle et commencer à construire les réponses. Manuel Zaclade, on a évoqué les craintes qu'on peut avoir sur les emplois. Côté positif, si on se projette, qu'est-ce que devrait apporter l'IA à l'entreprise en termes de performance? Oui, je pense que là, comme on l'a bien dit, si on va dans cette voie de la co-construction avec les collaborateurs, si on va dans la voie de l'augmentation, alors on a tous beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'IA parce que la surcharge informationnelle qu'on vit tous au travail est considérable. On peut prendre l'exemple que chacun rencontre dans sa vie quotidienne du nombre de photos qu'on est amené à prendre sur son smartphone. Avoir aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire de la recherche par mots-clés dans ces photos, c'est une aide considérable pour son activité familiale de gestion des photos. Et donc, il y a beaucoup d'attentes parmi les collaborateurs un peu surmenés vis-à-vis d'une technologie qui allège la pénibilité. Donc, je crois que si on a les précautions, si on prend les précautions qu'on vient d'évoquer, il n'y a aucune raison que les développements de l'informatique avancée nuisent par principe au travail, mais bien entendu sous les conditions qu'on a dites. Jean Caspar, vous disiez il faut en parler en entreprise, il faut en discuter. J'imagine que du coup, un des grands acteurs du déploiement de l'IA, ça va être le DRH. Absolument. Je crois que ce qui est intéressant également dans le processus, au-delà des problèmes qu'on a déjà évoqués, c'est que nous allons arriver à une transformation radicale de la fonction du DRH, qui deviendra une fonction de plus en plus stratégique dans l'entreprise. Vous savez, boire ou conduire, il faut choisir. On ne peut pas dire à la fois l'intelligence devient un élément clé du développement économique et ne pas se donner les moyens dans l'entreprise de faire émerger l'intelligence collective et l'intelligence individuelle. Et donc le rôle du DRH, ça va être justement d'organiser les process de discussion de ces sujets, d'organiser les processus de concertation sur ces sujets, voire de négociation, d'organiser les processus de formation, à la fois formation des salariés dès à présent, pour les préparer à l'évolution de leur métier ou des métiers, mais formation également de l'encadrement, parce que la fonction de l'encadrement va complètement se transformer avec le développement de l'intelligence artificielle. Donc le rôle du DRH va devenir un rôle vraiment de stratège, alors que trop longtemps, pardonnez-moi cette brutalité du propos, cette fonction a été instrumentalisée par des logiques jugées plus importantes, logiques financières ou logiques économiques. Donc nos DRH vont revivre. Les DRH vont revivre, et avec ça, j'espère que le dialogue social dans l'entreprise va prendre une nouvelle dimension et que nous pourrions, et c'est un des enjeux, me semble-t-il, engager des processus de co-construction, des processus de co-responsabilité pour sortir d'un dialogue social encore trop souvent fondé sur des stratégies d'un siècle précédent, c'est les stratégies d'affrontement. Pour finir, je voudrais, du coup, on peut difficilement faire sans évoquer le rapport Villani et tel qu'il a été repris par le gouvernement et le président de la République, et vous demander, cette prise en compte maintenant, cette prise à bras-le-corps de la problématique par nos gouvernants, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux? Et puis plus globalement, comment vous voyez ce sujet évoluer dans les prochaines années? Donc, nous avons eu la chance de rencontrer Cédric Villani dans le cadre de ces auditions. Donc, je pense que quand on regarde le rapport, plusieurs éléments qui étaient importants pour nous ont été repris. Donc, nous en sommes ravis autour de la donnée, donc à savoir ouvrir la donnée sur des secteurs dits stratégiques comme la santé, développer des approches dites expérimentales, également rapprocher donc le milieu académique avec le milieu privé, et enfin une grande thématique autour de l'éthique, parce que l'éthique derrière tout ça nous paraît fondamentale pour être certain que ces algorithmes ne vont pas être biaisés, vont être transparents, ils ne vont pas rajouter de l'inégalité là où il y a déjà aujourd'hui de l'inégalité. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est donc il y a un très grand momentum qui a été créé avec différents publics qui se sont réunis, donc la recherche, les entreprises, le gouvernement, les startups, les laboratoires, c'est très très bien. On sent un enthousiasme. Maintenant, je pense que au-delà de l'intention, il y a une véritable attente en matière d'action concrète dans les prochains mois, parce que maintenant, le temps de la réflexion est passé. On a un bon rapport qui a en plus le mérite d'être extrêmement pédagogique, et c'était aussi une finalité de ce rapport. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Jean Caspar, un mot.
Oui, je partage, disant simplement que ce rapport me semble absolument utile et s'articule très bien avec le rapport que nous discutions tout à l'heure. Et je crois déjà dans son titre, donner sens à l'intelligence artificielle. Tout est dit. Car la question de fond, elle est bien là. Est-ce que l'intelligence artificielle va être un moyen complémentaire à l'intelligence humaine pour faire en sorte que nous puissions relever les grands défis de ce siècle, ou est-ce que ce serait un instrument d'aliénation? C'est ça le grand enjeu. Et d'autre part, ce qui est intéressant dans le rapport de Villani, c'est le fait qu'il dit très clairement que si nous voulons être à la hauteur, c'est au niveau européen que se jouent les affaires. Car face aux États-Unis, face à la Chine, c'est la seule solution qui nous permettra effectivement de faire en sorte que nous puissions jouer pleinement notre rôle, et parce que jouant ce rôle, nous l'imprégnons également des valeurs et des cultures européennes qui sont l'importance accordée au rôle de l'État, à la place des acteurs et à une certaine conception du développement économique. Manuel Zaclade. Oui, comme le disait David, il y a des choses très intéressantes, et Jean bien sûr, dans ce rapport. Je pense que il faut qu'on ait une approche différente de la donnée. C'est-à-dire qu'autant il faut être très très vigilant sur la captation des données personnelles, autant aujourd'hui on s'interdit de faire des choses dans le domaine de la santé, de la sécurité publique, alors que les données sont là. Donc il y a vraiment un nouveau contrat social à trouver qui est le préalable. C'est un sujet délicat parce qu'il faut bien doser. Très très délicat, et en même temps c'est le cœur finalement des bénéfices qu'on peut attendre de cette technologie. Peut-être un petit regret sur le fait que tout ce qui est de l'ordre de l'open source et de la place des industriels européens et français n'a peut-être pas été assez développé, parce que si on s'allie avec les industriels anglo-saxons de manière excessive, eh bien c'est eux qui tireront profit, puisque c'est eux qui vont capter les usages en fait des bénéfices de l'IA. Jean-Christophe Gard, pour finir, votre vision de ces prochaines années, comment ça va évoluer selon vous? Je pense que le rapport et les mesures gouvernementales qui sont suivies posent des piliers, des fondements qui sont absolument indispensables. On a évoqué la donnée, on a évoqué évidemment les compétences, on a évoqué l'éthique, on a évoqué l'articulation entre l'académique et l'entreprise. Tout ceci deviendra une réalité économique lorsque les entreprises en auront vraiment tiré le plein bénéfice. Et moi, en tant que consultant, j'ai mon champ d'observation et d'intervention, c'est l'entreprise. Et ce que je vois, c'est que finalement, la vague du digital, ou même le tsunami du digital, il a mis 20 ans ou 25 ans pour se déployer dans l'entreprise. Je pense que l'IA, c'est une vague ou un tsunami de même hauteur. Et on est au tout début. Ça va prendre 20 ans, probablement, parce que c'est une grande complexité que de diffuser tous ces algorithmes dans tous les processus métiers d'une entreprise. Et ce que je perçois, c'est que, je dirais, comment on va s'y prendre ? On est en train de chercher un peu le mode opératoire dans l'entreprise, mais c'est vraiment l'enjeu pour faire de tout ça une vraie réalité économique et un vrai avantage pour nous. Merci. Merci à tous les quatre, et puis peut-être rendez-vous dans quelques mois pour faire un point et voir quelles actions auraient été entreprises. Merci à tous. Merci.